Salut à tous, bienvenue pour un tout petit épisode d'1 h 15. C'est le 12e de la série Trek Segafredo. Et on termine ici le Tour de France avec Vincenzo Nibali, Bauke Mollema et compagnie, Esper Stuyven. On va jouer ici les étapes 11 à 21. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Tour de France, c'est un tour des Français jusque-là, puisque Thibaut Pinot avait commencé déjà très très fort en s'imposant comme ça à l'étape 1. Julien Philippe a déjà pris 2 étapes, la 2 et la 7. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On a également Warren Barguil. On va y arriver, voilà. Warren Barguil qui prend la 9. Et c'est une très belle étape. Donc très très jolie victoire de prestige pour le champion de France avec son joli maillot là. Voilà. Très très bon Warren Barguil là-dessus. Qui sera en lutte pour le maillot à pois assez longtemps. Après, d'un autre côté, on a une grosse lutte entre les sprinters et Stuyven, parce que Stuyven pour moi n'est pas un sprinter, c'est un Flandrien, mais je me suis comme ça un peu piqué au jeu d'essayer de jouer le maillot vert avec mon Belge favori de cette carrière, bien sûr, pas dans l'absolu, mais je prends goût. Arnaud Démare est vraiment très très fort, c'est très serré, la lutte est vraiment tendue, Groenewegen a pris la sienne aussi. Bon, c'est pas évident. Et puis, sinon, pour le général, on a eu un peu la situation qui s'est décantée à étape 8, où Bourman ici s'impose sur le final en profitant du bon travail de Vincenzo Nibali, lequel prend le maillot et le conserve. Donc, ce qui veut dire qu'après l'étape 10, Nibali possède 10 secondes d'avance sur Tom Dumoulin et 18 sur Emmanuel Bourman. Les autres étant un petit peu plus loin, et notamment Egan Bernal, mais on en reparlera, je pense. Et évidemment, en plus, il y a un véritable un kiff absolu que cette étape 11 là qui se propose d'entrée. Alors donc il y a 2 fois le Ventoux, hein, on est d'accord, avec une arrivée ensuite après la descente de la 2e ascension du Ventoux. Donc vraiment excitant au possible cette étape 11. Et donc oui, je ne l'ai pas rappelé, on est sur le variant 2021, hein, mais bon, je pense que vous le savez si vous avez vu l'épisode précédent. Allez, j'envoie Gianluca Brambilla, qui a une bonne forme du jour, en cette étape 11, pour servir éventuellement de point d'appui à l'avant. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Après, je me doute qu'il va y avoir une lutte entre favoris sur ce type d'étape, donc c'est vraiment pour servir de point d'appui, c'est pas en rêvant de la victoire d'étape. Hein. De toute façon, c'est pas vraiment mon projet là. Je veux vraiment jouer le coup pour le général, essayer de voir quelle manière est-ce que aussi sur les ascensions, Vincenzo Nibali va résister. Quelle sera la stratégie de Jumbo-Visma? Est-ce qu'ils vont continuer à faire rouler Roglic au profit de Tom Dumoulin? Mini parenthèse, j'en profite. Vous avez vu comme moi cette annonce, comme quoi Dumoulin se mettait un petit peu en retrait du cyclisme là, pendant peut-être une année, ou en tout cas quelques mois. C'est assez inattendu, hein. Et en même temps, quand on a vu la fin de saison du bonhomme, on comprend qu'il ait peut-être ressenti le besoin de se ressourcer, d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'il nous reviendra quand même, parce que Tom Dumoulin, c'était quand même un garçon très attachant, et on se souviendra quand même de son Giro 2017 qui était remporté de belle manière, avec un style en plus qui lui est propre, hein, donc un coureur voilà, moi que j'apprécie. Eh ben on va être à la lutte avec lui, donc on va voir si je l'apprécie encore après ce Tour de France, ou est-ce que Tom Dumoulin va nous jouer un sale tour. La même pour Emmanuel Bourman, donc puisqu'il est en lutte directe. Puis après, je vous ai dit, là on est dans la première ascension du Ventoux, vous voyez, Brambilla a lâché, malheureusement. Alors, je l'ai un peu fait décrocher, vous avez vu, parce que je sentais le peloton revenir. Il était peut-être opportun d'apporter du soutien à Vincenzo Nibali, parce que je veux vraiment utiliser Mollema en dernier ressort. Mollema est un excellent lieutenant, hein. En fait, il aurait même pu être leader. La seule raison pour laquelle Nibali se retrouve être mon leader au final, alors que honnêtement avant le tour j'avais pas décidé, hein. C'est la note de descente, parce que en montagne ils sont similaires, ils ont une préparation optimale qui fait qu'ils abondent des excellentes formes du jour, et donc pas dire que la note en vallon soit vraiment déterminante sur un Tour de France entre 76 et 78.
c'est pas vraiment ça qui va te faire choisir un coureur ou l'autre, surtout à niveau égal global. Non, c'est vraiment la note de descente. Parce qu'en fait, Nibali est exceptionnel de ce côté-là. Et peut-être qu'on en aura bien besoin. Premier passage au sommet, vous voyez, hop, qu'est-ce que c'est beau. J'adore les images comme ça de passage au sommet du Ventoux, je trouve ça juste magnifique. Et puis c'est un endroit qui est tellement mythique, c'est tellement exceptionnel. Tiens, Roglic qui passe, il va nous faire la descente, Primoz Roglic. Il y a quelques échappés, mais pas dire qu'ils aient grand espoir. Van Aert et Stuyven, les deux amis rivaux de belges pour les Flandriennes. Bon, bah, leur tour n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas eux qui vont jouer les premiers rôles. Au contraire, on va essayer de rentrer dans les délais avec les équipiers. Je me méfie parce que les délais ne sont pas. Ça va être autour d'une heure, mais comme j'en ai qui ont lâché depuis bien longtemps, j'ai quand même pas envie qu'un Pedersen, par exemple, se fasse piéger ou des choses comme ça. Allez, on aborde maintenant le moment très important. Egan Bernal, Geraint Thomas, notamment, sont là pour Ineos. Alors, Bernal semble avoir un petit problème de préparation. En tout cas, je ne peux l'attribuer qu'à ça, en fait, sa place actuelle et le retard qu'il a pu prendre comme ça sur les 10 premières étapes. Parce que sinon, Bernal avait vraiment tout pour être l'empêcheur de tourner en rond sur ce Tour de France. C'était quand même l'immense favori. En plus, vous avez peut-être vu mon épisode 10 sur lequel, justement, sur le Tour de Suisse, Bernal avait été merveilleux et au final, un très bon Mollema, en tout cas bien combatif, bien que mal entouré, avait eu toutes les peines du monde à ne serait-ce que rivaliser un tant soit peu avec Egan Bernal. Donc, a priori, pas vraiment photo. Et il se trouve qu'en fait, Bernal a vraiment souffert sur les premières étapes. Il s'est fait piéger 2-3 fois. Ça s'est payé, ça s'est payé assez cher. Et donc, on se retrouve là avec une config qu'on n'aurait pas forcément imaginé sur l'étape 11. On n'aurait pas imaginé se retrouver avec quelques minutes d'avance comme ça sur Bernal, avec quasiment un tour perdu pour le Colombien. Allez, on est à mi-ascension. Il reste une dizaine de bornes là avant le sommet du Ventoux numéro 2. Et les hostilités se lancent avec Tadej Pogačar, une attitude très offensive, très offensif du Slovène, qui honnêtement a souvent attaqué. Vous allez voir, il anime vraiment la course, lui. Buchmann, Adam Yates. Ah, c'est le contre de Buchmann. Attention à Buchmann, il ne faudrait pas qu'il nous mette à l'amende. Il faudrait arriver absolument à basculer au sommet avec ces tout meilleurs-là. Et pour cela, regardez, il ne nous reste plus beaucoup d'arguments, puisque en effort curseur, assez péniblement, je me retrouve, alors surtout on vide pas la barre, surtout on en garde, quitte à baisser l'intensité, voilà, comme je le fais ici à 65 en effort curseur. 65, il bouffe sa barre rouge, Vincenzo, mais il la bouffe très lentement. Donc, si devant ça s'arrête de rouler, et c'est normal, ils sont épuisés, il y a moyen de rentrer comme ça, comme on le fait ici. Roglic vient un peu se mettre à l'avant, il va travailler pour Dumoulin. À ce stade-là, en plus, je trouve que 1,45 pour Roglic d'écart avec Nibali. Roglic est loin d'avoir perdu le tour, mais ça dépend après par contre de son comportement. S'il se met à rouler pour Dumoulin, il a perdu. Parce qu'il va forcément se faire lâcher à des moments, il va perdre des minutes. Si par contre il joue sa carte personnelle, ou si on avait quelque part une malchance absolue, ce serait le retrait de Dumoulin ou son explosion sur une étape. Roglic pourrait devenir un prétendant assez sérieux, parce je rappelle qu'il y a un contre-la-montre redoutable à l'étape 20. Vous voyez, Nibali revient comme ça sur des petits efforts. Il se fait lâcher sur les accélérations, c'est mon choix. Et après, hop, il reprend. Le précieux soutien de Mollema qui rentre à chaque fois de manière quasi héroïque pour venir apporter sa protection à notre leader transalpin. Allez, Roglic toujours devant, mais en souffrance. On ne peut pas dire que le rythme soit très énorme, puisqu'en fait, Nibali récupère de la barre. Vous voyez, en fait, je reste toujours ici en stabilisé position, mais en montant progressivement l'intensité de l'effort, parce que je ne peux pas placer d'attaque, il n'a pas assez de barre. Par contre, je peux mettre un effort curseur violent. Et c'est d'ailleurs ce dont il y a besoin de faire, regardez, parce que, oh là 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 là, Pogačar, Buchmann, Dumoulin, Yates, on fait un gros effort au moment du passage du sommet, ce qui fait qu'en fait, on attaque la descente ici avec un relatif déficit. Il y a notre ami Pogačar qui est
un petit peu en avance. Qui est le meilleur descendeur de tous ces mecs-là? J'aurais envie de dire Roglic, a priori sur les notes, avec Nibali. Et puis pour le reste, on va voir. Hein. Donc il y a une descente à tombeau ouvert ici. On va commencer par essayer de revenir sur Pogacar. Voilà qui est fait. On a les Roglic qui collent à la roue de Nibali. Ce qu'il faut arriver, c'est prendre du temps à Dumoulin et à Bourgman. Mais si Roglic fait la descente derrière Nibali, ça devient très très difficile. Donc il va falloir essayer de feinter. Vous voyez, je suis à bloc. Hein. 99 pour Nibali. Et avec de temps en temps des attaques. Dès que possible, dès qu'on récupère suffisamment de barres, c'est attaque pour Vincenzo, en essayant à un moment donné de créer une petite cassure. C'est tout l'objectif en tout cas. Voilà, on va essayer ici, mais Roglic, il boit du petit lait. Il boit du petit lait, impossible de le décrocher. Il reste encore quand même 7 km de descente. C'est une super longue descente. C'est un plaisir absolu à jouer. Hein. Beaucoup d'excitation sur ce type d'étape-là. Allez, voilà, hop là. On a réussi peut-être à faire un petit trou. On va attaquer. Il y a Roglic qui revient. Et Nibali qui, voilà, fait un petit trou. Et c'est vrai que par contre, dès lors qu'on a fait un petit trou, il y a moyen... Alors là, c'est le cas où on voit la flamme rouge, mais on aurait aimé qu'il y ait encore 10 km de descente. Hein, parce que là, il y a moyen de reprendre 30 secondes ou une minute. Hein. Mais ce ne sera pas le cas, bien évidemment. On est tout proche d'arriver. Et l'écart au bénéfice de Nibali, qui remporte aussi au passage sa première étape. Et ouais, c'est que sa première victoire d'étape, parce qu'on a beaucoup souffert hein, en première semaine, hein, c'était pas évident du tout. Hein. Pas évident, hein, on a rien gagné, hein, c'était très difficile, mais il faut jamais lâcher, parce qu'après ça peut venir hein, si on s'accroche. Alors là, j'essaie de faire rentrer mes gars, pour surtout ne pas avoir de hors-délai, voilà, faut pas déconner non plus. On se tue pas avant le lendemain, mais on veut pas se faire piéger non plus. Voilà, tout le monde va rentrer dans les bons délais. Quinn Simmons, Alex Kirsch, Mats Pedersen, bien sûr. Et voilà, ok. On est tous rentrés. 11 secondes plus la bonification, ce qui nous fait, au général, une petite avance sympathique pour Vincenzo Nibali. 31 secondes sur Dumoulin, 39 sur Bourgman. Et après, tout le monde est à 2 minutes ou plus. Pour Roglic, attention, hein, c'est pas rédhibitoire. Pas rédhibitoire. Moi, 2 minutes, Roglic, il peut encore gagner mais, tous les jours, hein, ce Tour de France. C'est juste une histoire de priorité chez Jumbo-Visma. Vous voyez, le plus 5, en fait, ça cache un plus 6. Donc, en fait, quand je me prends un plus 3, comme à l'étape d'avant, j'ai moins 3 par rapport à ce qui est prévu par le jeu. Donc, en fait, c'est very bad trip, quoi, hein, si vous préférez. Le plus 3, c'est dans le pire cas, quelque part. Enfin, si on peut encore se prendre un peu moins, mais ça m'est jamais réellement arrivé, là, sur ce tour. J'ai jamais eu moins que plus 2 ou plus 3 avec Nibali. Donc, vraiment, je retrouve quelque part les formes agréables et positives que je pouvais avoir sur PCM 2019 ou sur PCM 2020. Bien que le jeu ait supprimé, vous savez, le bonus classement général, quand votre coureur brillait sur les précédents opus de PCM, il avait un petit plus 1 encore sur sa forme du jour prévisionnel, et ça permettait quasiment d'assurer les plus 5 en série. Si on y ajoutait course favorite, récupération, pic de forme, plus éventuel stage, alors là, vous faisiez tout péter, quoi. Mais voilà, c'est pas le cas. Allez, on va tenter ici un petit coup avec Mats Pedersen, parce que on a beau jouer les points avec Stuyven et le général avec Nibali, ça fait déjà beaucoup, bah, il serait peut-être pas non plus dégueulasse d'arriver à jouer quelques coups pour Mats Pedersen, qui est en plus un peu le grand oublié de cette saison, si l'on juge déjà son joli maillot de champion du monde sur les épaules. Il a un statut, il mérite d'avoir un peu de priorité par moment, qu'on joue un peu pour lui. Un coureur en plus qui est relativement jeune, on peut espérer le voir porter un peu l'équipe sur tout un tas de courses pendant pas mal d'années, si on arrive à jouer, en tout cas un certain nombre d'années. Pas toujours évident. Et donc en fait là, ce qui va se passer, c'est que voilà, j'assure juste un sprint intermédiaire. En tout cas, je
fait juste en sorte, voilà, hop, de passer devant Arnaud Desmar. Voilà, après on va vite s'arrêter de rouler pour ne pas non plus rouler contre l'échappée. Échappée qui d'ailleurs ne s'envole pas vraiment. Hein. On est toujours à un petit peu plus de 2 minutes d'avance pour les échappées. D'ailleurs, il y avait deux Koenig Quick-Step dans l'échappée, avec notamment la présence de Rémi Cavagna. Voilà, après son équipier s'était sacrifié, donc maintenant il est tout seul, mais pendant un bon moment ils étaient deux. Et puis là, surtout, on va prendre de beaux relais. Il faut prendre de beaux relais parce qu'il y aurait le peloton qui aurait tendance à revenir. Et on sait que la bascule, elle peut se faire en faveur de l'échappée dans ces circonstances-là. Il suffit juste de s'accrocher et d'avoir quelques rouleurs assez solides avec nous. En l'occurrence, on a quand même le concours ici de Rémi Cavagna, qui n'est pas ridicule du tout, et aussi de Niki Terpstra. Donc ça, c'est un bon coup, en fait. C'est un très très bon coup pour nous, potentiellement. Il reste encore 20 bornes, mais ça peut être un très bon coup pour nous, dans la mesure où Pedersen a été longtemps aidé par de très bons rouleurs. C'est sûr que si tu t'échappes avec Pipo et Bimbo, tu vas pas réussir à gagner le petit bras de fer avec le peloton là, de toute fin d'étape. Là, il y a encore un espoir. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à un moment donné. Je trouvais que c'était un peu agité dans l'échappée. Donc autant essayer de partir dans la mesure où il restait encore un peu de la force à Mats Pedersen. Ça roule quand même assez fort derrière. C'est notamment Groupama FDJ évidemment qui roule pour Arnaud Desmar. Même Pogacar parce que Gaviria est dans les parages, donc l'IA fait rouler tout ce qu'elle peut, même du côté du team UAE qui devrait quand même pourtant protéger Pogacar en théorie, mais c'est pas le cas. Jumbo Visma par exemple aussi sur ces situations là peut faire rouler Roglic à bloc, alors que bon, moi si j'avais Jumbo Visma je ne ferais pas, voilà tiens regardez, ça c'est le cas ici, je ferais pas rouler Primoz Roglic à bloc sur une circonstance comme celle-là. Allez, flamme rouge pour Pedersen, est-ce qu'il va aller se chercher sa victoire d'étape sur le Tour de France? Regardez, c'est passé à un cheveu de se faire reprendre. Je pense s'il y avait 100 mètres de plus, il terminait 10e Pedersen. Tellement ça a été vraiment très 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 juste. Victoire en tout cas pour le Danois. Elle arrive le lendemain de la victoire de Nibali sur le Ventoux x2. Donc c'est plutôt une bonne période. On ouvre l'épisode par deux très très bonnes étapes pour la Trek Segafredo. Ouais, Pedersen, je disais, un peu l'oublié de ce début de saison, parce qu'on a eu un Stuyven qui marchait sur l'eau, et que le spot que je lui ai offert à Pedersen, c'était Milan-San Remo. Il n'a fait que 3e, il a été battu ce jour-là. Après l'ITT du Danemark, c'est pas moi, ça a été simulé. Et il a été obligé de jouer l'équipier de luxe en fait un certain nombre de fois. Hein, voilà. Donc Pedersen, jour de gloire, très très bien. On voit que le moral est en bleu pour certains de nos meilleurs coureurs, c'est pas dommage. Et on est ici sur une étape de transition, parce qu'on se dirige en fait vers les Pyrénées, hein, on l'a tous deviné. Étape 13, transition, il n'y a pas vraiment de vent, donc pas de tentative de bordure. On pourrait se permettre, hein, s'il y avait des conditions favorables avec Skuins, Kirch, Stuyven, notamment, hein, et Pedersen, bien sûr, le tracteur Pedersen, il y aurait moyen de provoquer des dégâts sur des situations de fin d'étape, là, à 30 bornes de l'arrivée, vers là, et créer des gros dégâts. En tout cas, je me le garde dans un coin de la tête. Si jamais l'opportunité se présente, on la saisira. Si c'est pas le cas, là, ça sert à rien de s'épuiser, parce qu'il vaut mieux du coup plutôt essayer d'une part. Alors là, moi j'ai eu un peu de retard à l'allumage sur le sprint inter, là. Vous voyez, on va perdre quelques points sur Arnaud Desmar, mais pas non plus c'est pas non plus un drame, parce que Stuyven garde son maillot virtuellement en tout cas. Et de toute façon, la lutte, elle sera jusqu'au bout. Hein. On se doute bien qu'il y a déjà Desmar qui est chaud comme la braise sur le maillot vert. Nous, on va rien lâcher. Et il y a encore 2-3 types, notamment Groenewegen, encore un peu en embuscade, on ne sait jamais. N'oublions pas qu'il y a encore une étape. Il y a la 19, avant le contre-la-montre, la 19, elle est aussi dévolue aux sprinters éventuellement. Et il y a les Champs-Élysées aussi, 21. Hein, donc rien que ça, c'est 2 fois 50 points, hein, plus les points d'intermédiaire. Peut marquer 140 points, un mec peut marquer 140 points rien que sur cette étape-là. Donc le maillot vert peut être encore remis en question pendant assez longtemps. Allez,
On est dans le final. Toujours la Jumbo-Visma qui visse, ainsi que le Team UAE pour respectivement Groenewegen et Fernando Gaviria. Arnaud Démare n'est jamais bien loin. Et nous, on va essayer de positionner Stuyven le moins mal possible pour accélérer. Allez, allez mon petit, tu peux le faire. Oui, oui, oui. Et non, et non. C'est Arnaud Démare, justement, qui vient coiffer comme ça au poteau. Stuyven, Démare qui prend quoi? Sa 3e victoire, non? En tout cas, c'est minimum la 2e victoire d'étape pour Arnaud Démare. Du grand Démare sur ce Tour de France. Donc, oui, réduction, on va le voir juste après. Donc, stabilisation du classement général, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et réduction de l'écart. Il n'y a plus que 12 points d'avance pour Stuyven par rapport à Arnaud Démare au moment d'attaquer une étape potentiellement piégeuse. Carcassonne-Quillan. Honnêtement, me méfierais. Carcassonne, il y a 2 N normalement. Du coup, je vais essayer d'aller saisir les points de l'intermédiaire, voir également s'il n'y a pas un petit coup à jouer pour la victoire, carrément, puisque Stuyven, il nous fait quand même un super tour. Il est hyper présent, pardon, et par contre, il n'a pas encore claqué, hein, il n'a pas encore pris une étape. Donc, ça reste quand même dans un coin de la tête. Essayez d'en prendre une pour notre Flandrien capable de sprinter, de régler des petits groupes, bien évidemment, rouleur devant l'éternel, doté d'une résistance et d'une endurance surtout à toute épreuve. Allez, voilà, plus 20 points, ça fait toujours du bien, donc ça permet d'augmenter un petit peu l'avance. De toute façon, voilà, hein, je vous l'ai dit à l'épisode précédent, là je le redis, la lutte, elle est sans merci de A à Z. Ça gratte tout ce que ça peut au niveau des points. Allez, il y a peut-être une victoire d'étape pour l'un de ces hommes-là. Pourquoi? Vous l'avez vu. Enfin, première situation de ce Tour de France sur laquelle le peloton a délibérément lâché. Le peloton a lâché, mais on a un problème. C'est que l'étape est quand même assez accidentée. Et tout Stuyven qu'il est, les Peyo Bilbao, Guillaume Martin, pour ne citer que, attention même à quelqu'un comme Craig Andersen ou Philippe Gilbert, bien évidemment, sont là et on est loin de dire qu'on a une position favorable pour la victoire finale malgré ces 12 ou 13 maintenant minutes d'avance sur le peloton, donc qui s'est relevé. Et ouais, là, je vais être obligé de la jouer un peu plus calme parce que sur les accélérations, surtout qu'il y a pas mal de GPM, même s'il n'y a pas énormément de points forcément à chaque fois distribués, mais on sait que l'IA adore les GPM, donc elle les fait ardemment. Ouais, je suis obligé de vider la barre de Stuyven et je suis obligé même de toucher à sa barre jaune hein, quelque part, parce que là, quand on se fait lâcher comme ça et qu'on est tout seul, les 2 Sunweb, ils nous ont tués sur l'accélération finale. Stuyven se vide. Hein. Donc après, récupération absolue, on se cache dans l'échappée. On a presque passé le plus difficile, je dirais. Parce que, mis à part la toute dernière difficulté, là, avant Quillan, le reste n'est pas un terrain, voilà, ici on n'est pas sur des zones qui vont fatiguer Stuyven, donc c'est quand même l'occasion de reprendre des forces. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis là. Dès que c'est trop violent et un peu trop long, Stuyven, il n'a que 67 de montagne, ce qui est bien légitime d'ailleurs. Hein. Puis en plus, on n'est pas dans un jour fast, hein, on n'est qu'à +1 de forme du jour. Donc ça ne fait pas non plus monter trop la note de montagne. Et on sait que, a priori en tout cas, elle intervient lorsque le pourcentage commence à être un petit peu fort et quand l'ascension dure un petit peu trop. Vous voyez par exemple, voilà, cette difficulté là, je l'appréhende un petit peu. La difficulté avant la descente finale vers l'arrivée. Donc il va falloir se battre. Mais il y en a quand même marre de... je craque au bout d'un moment. Je n'en peux plus de ces sprints pour rien. Bon là c'est Peyo Bilbao qui s'est enrayé. Il attaque. Non mais je rigole. Mais
logique aussi de tenter des coups, hein, puisqu'on n'est pas très très loin de la fin. Donc il va falloir essayer d'être malin, mais il ne faudra pas être que malin, il va falloir aussi avoir un petit peu de chance. Un petit peu de chance sur la configuration de toute fin d'étape, voir à qui est-ce qui va encore rester des cannes, qui est-ce qui va collaborer, si on se fait un peu lâcher, avec qui, tout ce petit genre de choses. Donc il y a aussi Powells, méfions-nous de Powells. Il nous a souvent planté des petites banderilles là, sur des fins d'étape. Powells, c'est un coureur piégeux. Allez, on a passé peut-être ici le plus difficile. Oui, mais sauf que Bilbao et Kraf Andersen sont quelques dizaines de mètres plus loin. Personne n'aide Stuyven à essayer de rentrer. Allez les gars, un relais. Vous me prenez juste un relais et je règle tout ça après au sprint. Faut peut-être pas leur dire en fait. Hein. C'est un peu rude. Regardez, du coup, dès que je me décide d'arrêter de faire le job pour les autres, parce qu'il s'agit vraiment de ça en vérité, hein, qui va en garder et qui va faire le travail pour les autres et qui va récupérer tirer les marrons du feu à la toute fin. Ouais, ben écoutez, c'est pas très probant la collaboration là derrière Bilbao et Kraf Andersen. Donc tendu, allez, il s'échappe. Ah là là. Je me dis que malgré le peu de barres accumulées par Stuyven sur la fin de la descente, c'est peut-être le moment de tenter un rapproché. Voilà, on va se caler dans la roue de Kraf Andersen. Et ouais, mais ce sera bien trop tard. Et surtout, Stuyven, on aura trop fait dans cette échappée. Trop fait d'efforts. Il fallait pas en faire autant. Puisqu'à l'arrivée, en plus, les deux hommes qui s'étaient échappés, ils se sont fait croquer. Donc, il aurait fallu être un peu plus vicieux. Et ne surtout pas faire le job à la place de Guillaume Martin, à la place de Philippe Gilbert. Notamment, oui. Mais après coup, c'est toujours plus facile que pendant. Voilà, donc 14e étape, plutôt excitante. Elle m'a bien tenu en haleine. 46 points d'avance à ce stade-là pour Stuyven, qui aura non plus pas roulé pour rien sur cette étape-là. Allez, on a maintenant un autre terrain. Ce terrain est plutôt favorable aux grimpeurs. Il y a quand même des petits points à prendre. Donc, l'ami Stuyven, qui n'est pas du tout... il s'économise pas. Hein. Il est... c'est un fou. Hein. C'est un fou ce Stuyven. Hein. Il part tous les jours. Hein. Il nous fait du Sagan de la grande époque, à certains égards en tout cas. Ineos refuse de laisser partir, même si Théo Ngeo Gegenhardt là semble quand même avoir un petit peu donné tout ce qu'il pouvait. Début d'étape assez nerveux en vérité. Fabio Haro, ça fait toujours mal quand on voit Haro qui est cantonné à un rang de même pas équipier, quoi. C'est un sous-équipier. Il n'aura pas pesé, il n'aura jamais existé, il aura roulé des fois sur le plat pour rien. Enfin, c'était vraiment un crève-cœur pour ce coureur qui a bien du mal à être à nouveau ce qu'il a été. Mas et Stuyven, tiens, ça nous fait un joli duo ça. Derrière en plus, ça semble laisser partir. Enfin, G2R la mondiale. Tiens d'ailleurs, quel est leur tour à eux? C'est du Bardet qui tutoie le top 10 ou le top 15 au gré de ses défaillances. C'est Oliver Nassen qui ne pèse pas du tout, alors qu'à la limite avec ce profil-là, on pourrait envisager de faire, entre guillemets, un peu du Stuyven. Il y aurait des choses à faire en fait avec cette équipe qui est assez belle. Et par contre, elle ne pèse pas trop, à part rouler comme ça à des moments parce qu'elle cherche à prendre l'échappée et qu'elle n'a pas réussi à sortir. Mais bon. Début d'étape, en tout cas, très très difficile. Et donc, je vais quand même aller chercher ces fichus points, hein, on va pas se laisser abattre. Arnaud Démare ne l'entend pas non plus de cette oreille, il va prendre les points de la deuxième place, donc quasi statu quo au niveau du classement par points, puisque 3 points de différentiel, ça fait pas grand chose. Et puis après, du coup, forcément, je vais replier Jasper Stuyven, on va pas s'enquiquiner. Mec a quand même énormément donné déjà sur ce début d'étape, la veille également, donc on va y aller avec Brambilla. Tiens, on reconnaît quelques hommes, tiens, je vous ai évoqué Romain Bardet, également David Gaudu, puisque dans l'épisode précédent, on avait eu la tristesse à un moment donné de voir
l'abandon de Thibaut Pinot, qui était pourtant bien placé au général, c'était assez dommage. Et donc David Gaudu qui s'était déjà sacrifié au bénéfice de Pinot. Gaudu ne joue plus le général du tout, hein. Il joue une victoire d'étape ici, et c'est comme ça qu'on a aussi quelques autres déçus, quelques autres battus du général qui sont comme ça en quête de victoire d'étape, ce qui est très 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 réaliste. C'est tout à fait ce qu'on a envie de voir. Alors là, il n'y a quand même pas beaucoup de battus du général, hein. Il n'y a que Gaudu et à la limite, il y a Bardet, quoi. Mais les autres sont plutôt des baroudeurs. Allez, accélération classique avant le sprint GPM. On a l'habitude. On sprinte pour rien. Mais on sprinte quand même, parce que sinon on se prend une très grosse cassure et puis après on ne pourra plus jamais rentrer. Tout ça pour dire que Marc Padoun va peut-être nous aider à rentrer. Oui, sur Gaudu, ce sera fait. Et sur Kragh Andersen, voilà. Très bonne santé aussi, hein, le Danois Kragh Andersen. Il n'y a pas que certains de nos coureurs, hein, qui se donnent beaucoup en échappée. Il y a d'autres habitués sur ce Tour de France. Le jeu, d'ailleurs, j'ai remarqué, a quand même souvent tendance à vous envoyer dans les échappées un peu les mêmes coureurs parmi une vingtaine ou une trentaine. Un peu comme si certains étaient vraiment missionnés dans leur équipe pour jouer ce rôle-là. Et c'est assez souvent les mêmes qui sortent, hein, sur les grands tours, sur PCM. Ça fait plusieurs fois que je remarque que ça. Allez, ça a accéléré. On a bien compris, Brambilla, ça ne sert à rien de t'acharner, autant se relever, car la Jumbo-Visma a décidé de mettre en route ici, sur cette fin d'étape, col de Puy-Morins, qui sera suivi ensuite. Voilà, il y aura encore, l'ascension n'est pas terminée, puisqu'après une courte descente, on va se retrouver de nouveau à la peine. Voilà, Geraint Thomas qui en plante une. Écoutez, pas de problème. 74 hommes, ça va bientôt se réduire, hein, si jamais on continue sur ce rythme-là à enflammer la course. Nibali, le reste de la barre, et pas de problème. Surtout qu'il y a le protecteur Mollema qui permet de tenir le coup, mais plus que tranquillement. Thomas qui remet une couche. Yates, Pogacar, Roglic accélère également. Roglic fait tout pour rouler afin que Dumoulin ne perde pas trop de terrain. Ça joue en équipe, hein, du côté de la Jumbo-Visma, mais le leader est clairement identifié. Julien Lafilippe n'a pas de raison d'être décroché à ce stade-là. Les tout meilleurs sont là. On a aperçu aussi Bernal et Emmanuel Buchmann. Et puis, petit moment d'accélération pour Nibali, histoire de voir qui est-ce qui résiste, hein, parce qu'en plus derrière, on sait que sur la descente, on est persuadé de récupérer un max de barre. Et ouais, mais une fois qu'on a fait cette différence, on a franchi le sommet à une douzaine, et ben en fait, derrière, ça se reconstitue, ça arrête de rouler. Après moi, pas de problème, hein. S'ils veulent arrêter de rouler, il n'y a aucun souci. On va s'en accommoder, pas de problème. On va laisser tout ça se reconstituer. Après tout, le maillot est sur les épaules de Nibali. On sait très bien que quoi qu'on fasse là, à part s'épuiser et éventuellement se faire du mal, pas là qu'on va reprendre du temps sur Tom Dumoulin, donc il faudra plutôt espérer sur une arrivée au sommet, là, il y aura des opportunités un peu plus loin, là. Enfin, néanmoins, j'essaye quand même de monter un peu l'effort curseur, des fois qu'on puisse s'y retrouver sur la descente, derrière, on sait jamais, quand même, parce que l'étape a été difficile, il y a eu un rythme élevé dès le départ. Il n'est pas dit non plus que certains ne craquent pas, donc on peut éventuellement essayer de provoquer les choses. Allez, Geraint Thomas qui s'en va, Primož Roglic qui de nouveau monte au créneau. Il est terrible, hein, en tant qu'équipier. J'avais déjà une fois avec Sunweb, là je me souviens, sur un Giro là, que j'ai arraché avec Tish Benoît l'année dernière sur PCM 2019. J'avais eu comme ça affaire au duo Dumoulin-Roglic, avec Dumoulin dans le rôle du leader et Roglic dans le rôle de l'équipier absolument inépuisable et supra-précieux. Et c'est vrai que la combinaison des deux est quand même redoutable, mais bon, voilà. Après, on verra bien l'issue. Une dizaine de kilomètres de descente
encore une fois, l'occasion peut-être pour Vincenzo Nibali de faire un bon travail pour reprendre quelques secondes, sait-on jamais, à l'un ou l'autre des favoris. Hein. On a aussi dans ligne de mire Bourkman, hein, qui a aussi le droit de craquer à un moment donné, hein, s'il veut. Parce que sinon, il risque d'être bien dangereux au moment clé. Même si le contre-la-montre de l'étape 20 me fait quand même plutôt craindre Tom Dumoulin. Regardez, quand Nibali se cale dans la roue de Bernal, Bernal ne roule plus. Bon, ben on a compris. Donc, tout de suite, je prends plus qu'un relais. J'accélère parce que qu'est-ce qui compte le plus? Une victoire d'étape ou la reprise de temps? Ben, la réponse est dans la question. Il faut tant pis. Bernal a été malin et il a laissé Nibali produire les derniers efforts, ce qui fait qu'il récupère la victoire. Mais moi, je récupère du temps. Et le temps, à ce moment-là, même une dizaine de secondes, en fait, c'est énorme. C'est donc, en tout cas, mon raisonnement. Voilà, Tom Dumoulin est venu cueillir une 3e place. Il y a quand même, mine de rien, ici aussi un différentiel de, 17 secondes, même pas. 15 secondes, hein, 15 secondes de bénéfice, 13 plus 2. Ce qui fait maintenant un total de 46 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, 58 sur Bourkman. Ça commence à ressembler à quelque chose et ça commence à pouvoir laisser envisager une issue favorable. Il reste encore 17, 18 et 20 qui sont cruciales. La 16, pas le même genre. C'est un peu plus calme, même si... celle-là, c'est plutôt une étape pour baroudeur, en vérité. On sent bien l'échappée qui prend 10 minutes, IRL. Hein. Et les favoris qui, la veille de l'étape 17, qui, vous allez voir, va être dantesque, ne se fatiguent pas, et les équipiers également préfèrent gérer un peu leur force, ce qui se comprend tout à fait. Mais moi, je vais essayer déjà de tenter de placer mes rouleurs à l'avant. Parce que je me dis, si tu arrives à devancer, on pourrait faire un petit projet à la Astana sur le 2e Tour de France, là, un des derniers épisodes de la série que je vous avais proposé l'an dernier. C'est à savoir, tu fais passer tes rouleurs dans l'échappée, et une fois qu'ils ont bien pris de l'avance, qui peut arriver des fois, hein, que le peloton lâche un peu, en plus les types sont pas dangereux au général, ben ils ont passé les difficultés, puis derrière, toi, dans une difficulté, tu t'échappes avec tes leaders, hein, genre effort 95 de Mollema, il sèche un peu tout le monde, Nibali qui part dans la foulée, qui rejoint les rouleurs, et après on fait sauter la caisse. Mais ça, c'est dans mes rêves, parce qu'en fait, ça va pas se passer exactement de cette façon-là. Déjà, on va pas arriver à sortir tous les types qu'on aurait aimé sortir. Il y a que Scoins et Jasper Stuyven qui vont réussir à sortir, dans une échappée qui en plus ne prend pas un champ formidable. La présence de certains coureurs un petit peu top 15, on va dire, top 20, empêche le développement de cette échappée. Il y a les deux Bahreïn-McLaren là, qui empêchent un peu de pouvoir espérer de prendre du champ, parce qu'ils sont encore top 20 les deux là. Et donc, d'ailleurs, ils vont nous déposer en équipe. Les deux nous déposent. On n'a pas dit notre dernier mot. Skyrim, c'est capable aussi de se mettre par terre pour essayer de sauver les meubles et de mettre Stuyven dans les meilleures conditions. Bilbao seul en tête, ça fait pas tellement peur, parce qu'on sait bien que tout seul, il ira pas bien loin. Caruso, en plus, a été lâché. Le peloton n'a toujours pas décidé de laisser filer, loin s'en faut, cette échappée. Voilà, elle se reconstitue. Ces 4 hommes-là sont très forts, à divers niveaux, à divers degrés, hein, mais pour autant, est-ce que ça peut aller au bout? Je sais pas, j'ai pas envie de me dépouiller en tout cas, parce que là le terrain est clairement favorable à Bilbao et Caruso, donc je vois pas pourquoi. À la limite, Skynes, si vraiment on voulait pour lui, avec son bonus du forme du jour il pourrait faire quelque chose, mais vous voyez, on va assez tranquillement laisser rentrer, changer de stratégie. Ici, col de la Cor, mine de rien, il y a du pourcentage régulier, hein, pas violent, mais il y a pas mal de passages qui sont au-dessus des 7%. Donc on va pas non plus se fusiller, on va essayer de se caler dans les bonnes roues, voir un peu si
Quinn Simmons ne pourrait pas essayer de jouer à son tour un peu sa partition. Parce que devant, il y a de nouveau Bilbao là, qui est reparti, elle est fourmi dans les jambes, Peyo Bilbao. Et Quinn Simmons, voilà, je vais le faire revenir sur Bilbao. On sait jamais. Si les deux hommes partent, Simmons peut avoir sa chance en fait. Sur l'emballage final, il peut taper Bilbao, on sait jamais. On va également faire sortir Brambilla en full bordel. Hein. On fout le bordel dans cette étape. De toute façon, c'est le mot d'ordre. Hein. C'est essayer de déstabiliser l'IA par tous les moyens envisageables. Et trouver le moment où elle va un peu faire une erreur et essayer d'en tirer bénéfice. En tout cas, c'est David Gaudu ici qui sort finalement. Bilbao a baissé pavillon, mes coureurs également. On a bien vu que ça va être trop dur pour certains. De toute façon, Mollema et Nibali n'ont presque pas fait un seul effort depuis le début d'étape. Hein, donc, au niveau du général, il n'y a aucun souci. Puis là, je me dis, non mais attends, au final, il n'y a pas beaucoup d'avance. Devant, ça roule pas des masses. Quinn Simmons pourrait nous ramener Stuyven, en fait. Là, l'idée germe, en fait. Je me dis, mais finalement, les sprinters, ils sont pas là. Même Arnaud Démare, il n'est pas là. Ouais, parce que Groenewegen, on comprend qu'il soit pas là, mais Arnaud Démare n'est pas là. Tous ceux qui pourraient contester, Gaviria est pas là. Mais en fait, il y aurait peut-être moyen de faire rentrer Stuyven déjà pour essayer d'aller chercher des points, non? Pourquoi pas, en tout cas. Bah voilà, donc c'est ce qu'on va faire. In extremis, donc grâce à un immense travail de Quinn Simmons, on va permettre à Stuyven d'aller marquer 20 points tout bénef par rapport à Arnaud Démare et au maillot vert. Donc la conquête du maillot vert est plutôt en bonne voie, même si je vous ai déjà dit que 19 et 21 peuvent rapporter jusqu'à 140 points au même homme. Donc c'est pas non plus plié, mais changement un peu de stratégie du coup. Là, je me dis, bah attends, Stuyven va se refaire la cerise dans la roue de Nibali, et puis on va faire rouler nos équipiers, puisque finalement personne ne souhaite durcir cette fin d'étape. Bah allons-y clairement. On va regarder de près les punchers qui ont une belle pointe de vitesse de type évidemment Julien Alaphilippe, hein, sur ce type de fin d'étape. On le regardera de près, mais moi j'ai un argument de poids, c'est Stuyven. Parce que s'il n'a pas réussi à s'imposer sur les sprints purs, les sprints d'étape plate, face au tout meilleur, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas moyen de tirer son épingle du jeu. On a même en plus le renfort de Pedersen. Ouais, pas mal. Si Pedersen arrive à rentrer, il pourra nous lancer tout ça. On a même Tom Skuins. Donc excellent. 25, allez, voilà, il y a des petites cassures par moment, cinquantaine de coureurs, mais il y a un vrai coup à jouer, donc on va maintenir un peu d'intensité devant, voilà, on va faire rouler Skuins, c'est une machine lui aussi. Hein. C'est pour ça qu'en fait, j'ai constitué cette équipe-là pour le tour. Elle peut paraître un peu juste au niveau des grimpeurs, hein, je comprends bien, hein. Quelqu'un me demandait, mais pourquoi tu n'as pas pris Richie Porte sur le Tour de France? Ben, j'avais vraiment plutôt une composition de ce type-là en tête, et il n'y a pas grand monde dont j'avais envie de me priver en fait sur les 8 mecs qui sont alignés. Si peut-être Brambilla aurait pu être remplacé par Richie Porte, mais il ira sur la Vuelta, donc je respecte les pics et la manière dont les choses sont prévues. Pedersen a fait le boulot, et on va conclure ici. Attention, hein, Primož Roglic, pas loin, hein. Pas loin du tout, mais enfin Jasper Stuyven prend la sienne. Derrière, on avait collé à Dumoulin avec Nibali, ce qui fait que l'étape nous aura vraiment été hyper profitable pour la conquête d'un éventuel maillot vert. Pas de changement au général, voilà. Et par contre, là, carrément, on est avec 119 points d'avance. Ça commencerait plutôt à sentir bon. Donc il n'y a plus qu'à aller en chercher. Allez, on va prendre encore une vingtaine de points. Ce sera dans la poche. Ce sera dans la poche pour le vert. Allez, on y va. Étape 17. Vous avez vu que c'est assez bref, mais le pic de Nibali est à 3 jours de s'achever. Attends, 17 plus 3, ça fait
20. Donc si tout va bien, on pourrait encore avoir du pic le matin de l'étape 20, mais ça aura vraiment été ric-rac. Et pourtant, j'avais fait démarrer ce pic de forme au matin de l'étape 4. Ce qui veut dire qu'on aura été là sur une configuration de pic de forme très très courte. Très très court le pic de forme de Nibali sur ce Tour de France. Est-ce que ça va suffire? Ou est-ce que on va se le manger à la toute fin? On verra bien. Toutefois, on est sur une étape ici qui est bien clairement dévolue à une explication entre leaders. J'ai laissé tout le monde au repos. Pas question de partir en échappée, de gaspiller des forces. Il valait mieux essayer de garder un maximum d'équipiers dans paire sourde au moment où les choses commencent à s'accélérer, parce qu'on voit Ineos ici qui accélère, suivi de Jumbo-Visma qui a décidé de se positionner également à l'avant. Et nous, on traînasse un peu en queue de peloton. Vous voyez que mes équipiers, les pauvres, sont pas loin de tous. Bah ouais, tous. Hein. Stuyven, il reste encore chouïa de barre. Et c'est quasiment bientôt fini, voilà. Allez, on se retrouve au bus tout à l'heure. Donc Nibali va être tout seul avec Bauke Mollema pour cette toute fin d'étape. Alors là, par exemple, je protège pas Nibali. C'est un choix. Parce que je veux surtout pas perdre Mollema trop tôt. Parce que si j'utilise la protection de Mollema trop tôt, il risque de me manquer dans la toute dernière ascension qui est capitale, quoi. Et c'est pour ça que Mollema, on l'économise. Surtout que Nibali a la caisse nécessaire pour résister sur ces premières ascensions-là. Hein. Sur la première, en l'occurrence, là, à l'instant. En paire sourde, là, c'est Val-Louron, Azé. Donc là, pour le coup, on va voir hein, si la protection est nécessaire. Donc je protège avec Mollema tout de même là. Il n'y a que 5 km, un peu plus, à effectuer. La montée est assez nerveuse. On voit que Roglic a décidé de visser assez sérieusement. Allez derrière, il préparait l'attaque de Dumoulin, le coquin. Ah là là, et Bernal a pris la roue. Donc là, il va falloir s'envoyer et on risque de se dépouiller et de perdre Mollema sur ce coup-là. Donc il faut absolument revenir là sur l'effort curseur. Il reste pas grand-chose, un peu moins de 2 km avant le sommet. Ensuite, on basculera dans la descente et ben ouais, on n'arrive pas à boucher. Hein. On n'arrive pas à boucher à une trentaine de secondes. Et la chance de Nibali ici, c'est de basculer avec Julien Alaphilippe. Alors là, c'est une chance, mais phénoménale, de basculer avec Alaphilippe. Pourquoi? Parce que un simple petit relais à 55 nous permet de garder la roue. En fait, le mec, quand vous lui mettez un effort relais, Roglic a pris cher là. Il a pris un éclat. Vous voyez, c'est là que, enfin, bon, tout peut se défendre, hein, mais moi j'aurais plus joué pour Roglic que pour Dumoulin en fait, hein, malgré le classement. Juste par un simple effort relais très faible, bah en fait, Alaphilippe il nous a fait la descente. Ce qui fait que Nibali il a pu reprendre quand même une certaine dose de barre, on va dire. Et du coup, bah, dans cette montée finale qui est absolument ébouriffante, hein, col du Portet, ben, Bourman déjà est tenu à distance raisonnable. Dumoulin ne s'échappe pas devant, puisque regardez, il est pris par l'accélération de Yates, par exemple, et Nibali garde toutes ses chances, à condition de gérer ses forces, pour revenir. C'est encore loin, hein, c'est encore loin. C'est loin d'être fini, hein, cette ascension. Hein. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'exciter dès le départ, avec suffisamment de barres restantes pour Nibali. Il y a encore moyen de revenir sur Tom Dumoulin. Donc, on ne s'affole pas. Regardez ici, voilà. Très bon. On va revenir tout doucettement sur Dumoulin. Bernal est en difficulté. Gaudu souffre. Pogacar a pris quelques mètres d'avance. Mais surtout, il y en a un qu'on ne voit pas. C'est Manuel Bourman. Il est derrière. Bourman est distancé là. Donc, il y a un très très bon coup parce que il faut se méfier de Bourman quand même, hein, même si Dumoulin est le danger principal. Mais donc à ce stade-là, je me dis, pourvu que ça continue à rouler sur un certain tempo, a priori, en plus les pourcentages sont délicats, hein, Bourman
ne devrait pas revenir parce qu'il est en souffrance. Il perd peut-être le tour ce jour-là, hein, Bourkman. Hein. Et Nibali n'a qu'à s'accrocher à Bernal, faire attention à ce que Dumoulin n'en plante pas une, mais a priori, ça n'a pas l'air parti pour. Il y a encore de sacrées rampes dans cette toute fin d'ascension. Moment déterminant hein, de ce Tour de France. Voilà, il reste encore un peu plus de 5 km encore. Et là, je vais tenter un coup. Allez, effort curseur. Tant pis, on bouffe notre barre rouge, mais on veut voir à tout prix si Dumoulin est capable de suivre ou pas. Bon, d'accord, il est capable de suivre, donc je me rabats. On a perdu Bernal hein, dans l'histoire. Hein. On a perdu Bernal, on n'a pas fait du bien à Dumoulin non plus, mais on a vidé la barre. Donc, maintenant, on va se contenter, je dirais, du statu quo a priori. Parce qu'en plus, il faut toujours se méfier sur la toute fin. Là, vous avez les types, ils sont capables de vous sprinter alors qu'en fait, ils n'avaient plus rien. Tiens, Peyo Bilbao va se la faire, sûrement. Parce que Lopez est peut-être parti d'un peu trop loin, il s'est fait lâcher. Et Peyo Bilbao est plutôt parti pour la victoire d'étape. Et regardez qui est-ce qui revient du Diable Vauvert. Bauke Mollema. Et oui, parce qu'en fait, en gérant son effort aussi tout doucement, l'ami Mollema, il est bien capable de limiter la casse, je dirais, hein, sur cette toute fin d'étape et de ne pas prendre trop un éclat au général, ce qui lui permet encore d'avoir une petite prétention de top 5 ou des choses de ce genre-là. Allez, on a pris la roue de Dumoulin avec Nibali. On a pris la roue aussi avec Mollema. Et Bilbao s'impose devant Miguel Angel Lopez. Alors, quid du sprint là? Je la sens venir, mais gros comme une maison, la situation où on va se faire sprinter et où on va perdre quelques secondes. Regardez, vous voyez? On la voit. Hein. Mais ça, par contre, je crie pas du tout au scandale. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est normal que Dumoulin, sur un tempo assuré par Pogacar, ait repris de la barre rouge et donc qu'il ait pu accélérer à la toute fin. Bon, alors les écarts sont monstrueux. Hein. On a notamment donc Bourman qui officiellement a perdu le Tour de France sur cette étape 17. Roglic également, tiens, au passage. Bon, c'était peut-être déjà fait pour lui, mais c'est confirmé. Et du coup, le classement général, c'est carrément clarifié. Ça va se jouer entre Nibali et Dumoulin, avec 46 secondes d'avance pour l'Italien. Et en plus, sentimentalement, une petite arrivée à Luzardiden. On est toujours là sur du plus 5 prévisionnel. Donc ça va, on n'est pas non plus à poil, même si on est en fin de pic, mais on devrait pouvoir prétendre à une bonne forme du jour, ce qui sera le cas, ce qui est donc assez logique. Plus 5, c'est la moyenne attendue. Et arriver à Luzardiden, là, c'est le jour ou jamais pour essayer de marquer une petite différence face à Tom Dumoulin, parce que il faudrait pas vivre à l'envers le scénario du Giro qui avait eu lieu dans cette partie, où Carapace perdait ce Giro sur le contre-la-montre final, hein, face à Nibali quelques mois plus tôt. Donc attention à ne pas revivre ce type de choses, mais à l'envers. Donc il faut à tout prix faire une petite diff là sur Dumoulin, parce que les 30 km du contre-la-montre de l'étape 20, je les sens pas trop avec 46 secondes d'avance, si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis que 46 secondes face à Dumoulin, c'est que dalle sur 30 bornes. Donc à partir de là, il faut à tout prix grignoter quelque chose pour l'aborder un peu plus sereinement. On va évidemment escalader le Tourmalet, rien que ça, dans un premier temps. Alors l'avantage, c'est que le Tourmalet n'est pas en dernière ascension du jour, donc forcément, il y a quand même moins d'intensité, il n'y a pas l'attaque des favoris, a priori en tout cas, à laquelle on aurait pu assister. Les équipiers se sont bien battus, mais pour eux, c'est terminé. Jasper Stuyven est le dernier à pouvoir assurer un peu de protection avant de se ranger dans peu de temps. Henrik Mas est parti. Voilà, Stuyven, j'aurais adoré le garder pour le début de la montée finale,
mais ça va être un peu tendu, parce que là, c'est les accélérations successives de quelques coureurs. Tiens, Garcia Cortina, qui est au sommet, là. Punaise, il a encore assuré un relais monstrueux. Voilà, donc oui, j'aurais bien aimé garder Stuyven pour le début de montée vers Luzardiden, mais je sais pas s'il va basculer dans le bon groupe. Donc ça, c'est un peu l'interrogation. Derrière, on ne consomme surtout pas Mollema, qui doit, lui, assurer la dernière partie du travail. Dylan Van Baarle assure un joli rythme. Enfin, Ineos, c'est de toute façon un peu offensive hein, sur ce milieu fin d'étape là. Surtout que Bernal, voilà, ça préparait. J'aime bien parce que souvent, il y a une logique de course. Quand vous voyez une équipe qui se dépouille, eh ben, il y a le leader qui, à un moment donné, après, en fait péter une. Donc là, il y a une vraie logique cycliste, j'apprécie. Je trouve ça vraiment bien. De toute façon, quand ils ont parlé, quand les concepteurs du jeu ont parlé d'un patch correctif pour le comportement, par exemple, en montagne, ils n'ont pas bluffé, hein, c'est vrai. Je trouve que depuis qu'ils ont fait ce patch, c'était quand? C'était au mois d'août, hein, vers là, honnêtement, ou en septembre, quoi. Honnêtement, depuis qu'ils ont fait ce patch, moi je vois une vraie différence. Je trouve que l'IA joue avec plus d'intelligence. Et donc, c'est plutôt agréable hein, d'avoir une meilleure IA en montagne. Hein, je parlais parce que c'était le sujet justement. Hein. Sur les classiques, elle jouait déjà pas si mal, mais sur les arrivées au sommet, elle a tendance à péter un peu les plombs et à ce que ça termine tout le monde à 12 à l'heure avec plus de force. Quoi. C'était un peu vilain. Allez, on est dans le moment essentiel de ce Tour de France, étape 18. Il reste un petit peu moins de 8 km et il va falloir peut-être produire un effort maintenant. Il va falloir essayer d'y aller. Pourquoi ? Parce que je suspecte Dumoulin d'avoir potentiellement... Regardez, un petit retard là. Hop. Oh, il attaque. Oh, il attaque. Et ça, c'est peut-être pas forcément mauvais pour nous. Parce que Mollema a encore pas mal de barres à offrir à Nibali en protection. Et peut-être que la contre-attaque de Nibali pourrait s'avérer cinglante. Donc en tout cas, c'est à cet espoir-là que je me raccroche. Gros effort curseur là. Hein. Là, on fait la course. Hein. On n'est pas non plus en train de tout le temps passer notre temps à regarder et à attendre l'opportunité sur une descente. Il y a des moments où on porte un peu nos corognes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, peut-être va falloir carrément porter un peu plus. Hein. Allez, on y va. On y va. Advienne que pourra. Si on se fait contrer, on se fait contrer. Mais au moins, on aura produit à un moment donné une attaque qui devrait faire mal à Dumoulin normalement parce que il assure le rythme du groupe de poursuite de Bernal et Nibali, mais l'écart se creuse, trentaine de secondes, un petit peu plus même, donc très intéressant ici. Moi, je prie pour que Bernal ne me lâche pas, hein, et c'est pas évident. On a aperçu El Diavolo. Donc, allez, Mas, Thomas, Bourgman, Dumoulin qui craque. Dumoulin qui craque. Bon, Nibali qui est pas bien non plus. Hein. Il est mis en gros danger là. Bon, David Gaudu, ça fait 30 minutes qu'il est arrivé déjà. Il a pris la sienne. Non, mais j'exagère. Mais Bernal aura lâché Nibali dans les derniers instants. Thomas sera revenu. Bourgman subira lui aussi un écart. Peu importe à ce stade, mais surtout, voilà, vous le voyez avec Pogacar, c'est Tom Dumoulin qui ici prend un petit éclat, et ça, c'est peut-être pas anodin dans l'optique de la toute fin, puisque vous voyez le différentiel ici pris par Nibali est assez intéressant. Il a pris 50 secondes, hein. Donc ça nous met Dumoulin à 1,38. Et 1,38, déjà, il y a peut-être moyen d'aborder le contre-la-montre avec optimisme. En attendant, une petite étape de repos, entre guillemets. Repos pas pour tout le monde, bon, parce que là, on sait qu'il n'y a plus besoin des rouleurs. Hein. Tout va se jouer sur le contre-la-montre, donc la notion de travail d'équipe n'est pas à prendre en compte. Je n'ai pas besoin d'économiser les uns les autres. S'il y a une opportunité, il faut la jouer. Et puis surtout, j'ai envie
d'assurer mon coup quand même, parce que je vous avais parlé de la crainte que je pouvais avoir jusqu'au dernier moment pour la conquête du maillot vert. Euh, Mathématiquement, ça n'est pas fait. À partir de là, on va essayer quand même de candidater à prendre certains points. Donc Rémi Cavagna est de nouveau de la fête, avec Cyril Gauthier, tiens, et Tosh Van der Sande, Carlos Barbero. On va donc, voilà, prendre ici des points qui, là, par contre, cette fois-ci, vont nous assurer, je pense, de manière définitive, ou quasi presque, oui, définitive à ce stade-là, parce que Desmar ne peut prendre que 120 points. Donc c'est terminé, le maillot vert restera sur les épaules de Stuyven. Après, par contre, pour ce qui est du gain de l'étape, ouais, pas la même. Mais c'est plus aussi important. C'est plus aussi important que ça l'était, puisque Vert est sécurisé, Stuyven a déjà pris la sienne, Pedersen a pris la sienne. Je focus là uniquement sur l'étape 20 et le général et à la limite oui si sur l'étape des Champs-Élysées parce qu'elle a du prestige et que c'est toujours un vrai défi d'essayer de s'organiser sur ce type d'étape là avec une équipe qui est pas non plus orientée autour d'un sprinter de renom quoi. C'est ni Caleb Ewan, ni Groenewegen, ni etc. Donc on va tenter notre coup ici là. Un peu de loin, mais un peu en pure perte. Vous voyez Roglic toujours utilisé avec Lorenz de Plus également à rouler comme des fous pour essayer de ramener le peloton et favoriser le sprint massif en pensant à Groenewegen. Mais vous allez voir que la victoire ici va échoir à un coureur qu'on n'attend pas et que je n'ai pas encore cité sur ce Tour de France. Il va y avoir une surprise relative en tout cas, sur cette toute fin d'étape. Qui est-ce qui va venir ici chercher son étape? Eh bien c'est, voilà, Michael Matthews, l'Australien, qui va s'imposer ici d'un cheveu sur Arnaud Desmar. Julien Alaphilippe a fait le sprint. Dans le genre mutant, je demande également Julien Alaphilippe. Hein, parce que lui, c'est quand même costaud. Ça sprint dans tous les sens, ça pourrait contester. En fait, avec le joueur humain, tu peux gagner 7 ou 8 étapes avec Alaphilippe, quoi. C'est quasi cheaté, en vérité. Donc, Nibali, voilà, bah, pour l'histoire. Est-ce qu'on va aller virtuellement comme ça et chercher un Tour de France deuxième Tour de France, ce serait pour lui. On a vu plus 5 prévisionnels malgré la fin du pic. Donc, c'est pour vous dire le niveau de préparation du truc. Alors, suspense sur ce que sera réellement la forme du jour effective. Pedersen, j'étais bien tenté de jouer le coup à fond avec lui. Parce que, bah, tout de même, ça peut le concerner. Hein, les étapes comme celle-ci, il va faire un bon temps, Pedersen. Il va faire plutôt un bon temps. On va en tout cas s'y atteler. Donc, il part pas non plus dans une zone du classement où on peut vraiment dire que s'il fait le meilleur temps, attention, il est peut-être candidat à la victoire d'étape. Hein. Là, premier intermédiaire, ça veut rien dire. Il y a encore 100 coureurs ou 120 coureurs qui doivent partir, quoi. Mais par contre, la reconnaissance du parcours, c'est quand même bien utile de la faire. On voit que sur la toute fin, il y a quelque chose à faire au niveau de peut-être augmenter l'intensité d'effort des coureurs, hein, donc en avoir un peu gardé. Moi, j'aime bien toujours avoir cette stratégie-là, plutôt partir un peu doucement et terminer très fort. Je trouve que en tout cas, c'est un truc qui peut souvent payer sur PCM. Stuyven, voilà, va en terminer. Et on va arriver au moment clé. Alors, Mollema aussi, mine de rien, il a quelque chose à dire. Très bonne note, hein. Profil très intéressant hein, pour ce type même pour ce type de contre-la-montre, hein, où il y a 2 passages à peu près avec un peu de pourcentage. Donc là, c'est des cas où les notes de Mollema peuvent quand même permettre de prétendre à une place ou nette sympathique. En attendant, c'est Remco Evenepoel qui tient le classement provisoire de cette étape. Voilà, allez, on va partir avec Vincenzo Nibali. On a vu Dumoulin juste avant s'élancer. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais écoutez, on le saura à la fin de ce contre-la-montre. Donc je l'ai laissé, ça a duré quoi? 3 minutes à peu près. 3 minutes de contre-la-montre pour décider d'un Tour de France. Grosse pression. Donc Tom Dumoulin, on se doute qu'il va faire un super temps. Hein. Là-dessus, j'ai pas de doute. C'est plus la perf de Nibali, hein, moi, qui m'intéresse. C'est essayer de finir avec un tout petit peu de barre jaune au kilomètre, quoi, hein, pour être sûr de ne pas terminer à zéro et de ne pas prendre un éclat. Parce qu'on a vite fait de subir de grosses pertes de temps dès lors qu'on a un peu préjugé de nos forces. Donc le premier intermédiaire de Nibali n'est pas scandaleux. Dumoulin, en revanche, a le meilleur intermédiaire 1. Bourgman n'est pas si mal. Pogacar non plus. Pour Adam Yates, c'est un peu plus délicat. Bernal, ouais, c'est pas non plus phénoménal. Hein. Il n'est pas dans une grande forme. Mollema, deuxième intermédiaire, est un peu casse un peu l'optimisme. Donc reste à voir peut-être sur la toute fin s'il n'y a pas des gens qui vont craquer. Il nous reste un peu de barre, on va pouvoir monter le niveau d'effort. Tom Dumoulin va franchir ici le deuxième intermédiaire. Attention, ouais, deuxième à 2 secondes, ça doit être deuxième derrière Roglic très probablement. Et Nibali surtout, pour calculer ici, à ce moment-là, l'écart virtuel entre les deux, on est à 51 secondes. Ce qui fait qu'il y a 49 secondes de différentiel. Il ne faut pas perdre... normalement, c'est pas mal. Hein. Il ne faut pas perdre encore 49 ou 50 secondes, sinon on se vautre. Donc, allez, je suis quand même assez optimiste à ce stade-là. Il y a encore moyen de le faire. Bernal peut craquer. Hein. Il n'a pas fait un super CLM. Adam Yates encore moins, mais on n'est pas trop surpris. C'est pas forcément son terrain. Hein. Pogacar, Pogacar est toujours solide sur ces trucs-là. De toute façon, Pogacar, et on se demande s'il y a un domaine dans lequel il n'est pas solide. Bourgman a un petit peu subi. Tom Dumoulin, attention, top. Deuxième derrière Primož Roglic. Nibali doit absolument limiter la casse. Vous voyez, il nous reste juste le petit peu de barre jaune nécessaire pour, hop là, terminer suffisamment fort. Écart inférieur à la minute avec Dumoulin. On a donc compris. Vincenzo Nibali va remporter le Tour de France. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que évidemment, moi je le commente avec un certain enthousiasme. Je trouvais ça assez amusant à jouer. Ça ne veut pas dire que je me suis mis à croire en le fait que Nibali puisse encore gagner un Tour de France dans sa vie. Hein, donc, entendons-nous bien. J'ai plein de rêves, j'ai plein d'illusions parfois dans la vie, mais j'ai pas celle-là. Hein. Donc on est bien d'accord, on est dans un jeu, on va se calmer, et puis c'est cool d'avoir gagné, quoi. Voilà, c'est tout, point. En tant que défi, c'était bonnard. Après, voilà, on a bien compris. Hein. Dès que tu mets le pied dans un jeu vidéo, vous croyez que le réalisme, il est où? Il fout le camp, hein. Il fout le camp totalement. Donc, c'est super sympa. Maintenant, c'était pas non plus le bout du monde. Je suis content de l'avoir fait. Après c'est pas non plus hein, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas non plus réaliste, c'est pas tout ce que vous voulez, mais en même temps Bernal qui prend un tel écart, c'est réaliste aussi. Bon, voilà, c'est juste un Tour de France sur Pro Cycling Manager avec ses limites, avec son scénario, avec peut-être si Thibaut Pinot n'avait pas abandonné, peut-être c'est Thibaut Pinot qui allait gagner ce Tour de France. Et voilà, hein, tout ce tas de choses qu'on peut aisément imaginer. On parade en tout cas sur les Champs-Élysées, notamment la Trek Segafredo, tout auréolé de son joli maillot vert et son joli maillot jaune, profite de cette dernière étape pour essayer de voir est-ce que quelque chose va être joué ou pas. On ne sait pas trop à ce moment-là. Ou est-ce qu'on va un petit peu terminer en roue libre. Suspense. Alors, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Est-ce qu'on a terminé en roue libre ou est-ce qu'on a tenté quelque chose? Écoutez, quand même, au dernier passage à l'Arc de Triomphe, là,
je me suis dit que ce serait peut-être pas mal quand même de jouer un dernier coup pour Stuyven, histoire de voir si en fait il mérite son maillot vert ou si c'était quelque part un peu surfait, quoi. Donc oui, bon, on va essayer de la jouer. On va essayer de la jouer. Bon, par contre, du coup, il faut y aller très très fort à ce moment-là. On descend les Champs-Élysées. On va bientôt arriver, voilà, on arrive là à l'obélisque, hein, à la Concorde. Ensuite, Skuins prendra son relais. J'ai calé Kirsch, qui devra ensuite lancer Pedersen, lequel devra tenir le plus longtemps possible avant de lâcher Stuyven dans les, si possible, 500 derniers mètres. En fait, je préfère lâcher le plus tard possible. Maintenant, il faudra voir si c'est possible, en gros. En gros, est-ce que Pedersen arrive à tenir une belle position avant de pouvoir lâcher Stuyven, quoi. C'est vraiment ça la clé du train. Donc, on est parti. Skuins a encore de la réserve. Alors, on va monter un petit peu la barre, là. Allez, c'est parti. On va rouler à blinde parce que ça se précise. Et Kirsch va se tenir prêt à lancer. Tiens, on se fait tasser par les groupes AMA FDJ. C'est déloyal. On se fait tasser contre la barrière. Et puis on va comme ça ici lancer. Allez, c'est parti. Voilà. Il reste maintenant 1 km. Et on va lâcher Stuyven, voilà, aux 500-600 mètres à peu près. Bref, calibré vis-à-vis du jeu. Et on va aller prendre cette victoire devant Michael Matthews. C'est d'ailleurs qui termine très très fort, que Desmar aura terminé un peu moins bien ce Tour de France. Donc, victoire de prestige pour Stuyven, qui en prend une deuxième, qui va avoir un petit total de 488 points au maillot vert. Ce qui n'est pas un mauvais total. Je me souviens avoir atteint les 500 une fois avec Garcia Cortina, je crois. Mais déjà, quand on approche les 500, c'est pas si mal que ça. Le général, on aura donc Pogačar également sur le podium. A noter quand même que Mollema aura récupéré un petit top 5 sur le chrono précédent. Je l'avais pas dit, mais je suis assez content pour lui. C'est pas mal. Il se sera donné tout ce qu'il aura pu et puis en même temps, il chope un top 5. Warren Barguil aura finalement repris l'avantage sur Bilbao et Gaudu pour le maillot à poids. Stuyven en vert, nous l'avons déjà dit. Et oui, le maillot blanc, très logiquement, sur les épaules de Tadej Pogačar et le team Ineos qui prend le général par équipe. Alors, Ineos nous fait une movie star IRL, en fait. Ils ont pris le général du tour, quoi. C'est bien peu de choses pour eux. Et après, Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Stephen Roche, Indurain et Marco Pantani, c'est Vincenzo Nibali qui s'offre un petit doublé Giro Tour la même année. Donc, toujours appréciable. On va avoir la Vuelta en ligne de mire. Hein. Ça, c'est sûr que il n'y a pas besoin de le préciser. Hein. Au niveau des objectifs du sponsor, on s'était raté sur Tirreno Adriatico. Hein, donc le perfect ne sera pas possible. Mais prochaine échéance, c'est assez lointaine. Hein. Vous voyez, championnat du monde, on nous demande une jolie place. Ça va être peut-être un peu délicat. On verra. En plus, je suis avec la Belgique. Pas évident, parce qu'il y en a plein qui ont décliné et tout, ça va être compliqué. Mais bon, on s'en occupera en temps et en heure. Vincenzo Nibali, à 35 ans, atteint légende du cyclisme. Je l'ai pas eu souvent ça là-haut, là, comme renommée. Très appréciable d'avoir ça, avec donc un Giro à Tour de France qui sont remportés au final, avec à chaque fois une seule victoire d'étape. Je crois le pire, c'était le Giro avec le maillot de leader seulement pendant 3 jours, quoi. Alors là, c'était vraiment le Giro que tu chopes comme ça en passant, mais mine de rien. Puis là, bon, l'équipe était plus forte hein, sur le Tour de France. Après, sur les bilans, il y en a un pour lequel il va falloir lâcher des thunes. C'est Jasper Stuyven qui, encore une fois, aura montré après sa saison de classique juste faramineuse il mérite un très très gros salaire. Je m'étais dit d'ailleurs que, je sais pas ce que vous en pensez, mais à moins de 120 000, j'ai l'impression de le voler en fait. Je pense qu'il va falloir qu'il prenne un max de thunes en fait.
Vu ce qu'il a fait là, il mérite un énorme salaire rien que sur les 7 premiers mois de saison. J'hésite un peu entre Moschetti et finalement plutôt le recrutement de Philipsen. C'est vrai qu'en plus, quelques-uns d'entre vous m'en ont parlé, et j'y pensais déjà, et j'aimerais peut-être bien tenter le coup avec Philipsen, on verra. Et peut-être la carte quand même de la fidélité avec Clint Brambilla et Richie Porte. Plus une petite surprise, on espère avoir encore un peu d'argent pour le faire. En tout cas, c'est ce que je vous proposerai au prochain épisode. Ce sera du recrutement. Et bon, bah voilà, hein. 1h15. On peut dire que j'ai fait pas vraiment court, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'était assez intense. Et au montage, il était bien difficile de couper certains moments parce que c'était très, très, très serré, quoi. C'était vraiment hyper difficile. Tout ça a été difficile à jouer et très tendu et très intense. Voilà, j'espère que ça s'est senti. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos PCM. Bye bye.